Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Francesca Alvarez et je suis analyste politique auprès de PRB, où je dirige notre équipe d'appui pour le groupe interinstitutionnel de travail sur le genre, le IGWG. Au nom du IGWG, nous sommes ravis que vous soyez avec nous pour notre plénière annuelle 2022, briser les barrières et aborder la question d'inégalité en matière de genre pour les professionnels de la santé dans le monde entier. On vous invite à vous présenter dans le chat en mettant votre nom, votre organisation et là où vous êtes. Et veuillez noter que nous proposons une interprétation simultanée en français et en espagnol. Si vous souhaitez suivre l'interprétation, cliquez sur le globe en bas de votre écran Zoom qui dit interprétation et choisissez votre langue de choix. Avant de commencer notre plénière, j'aimerais partager quelques mises à jour très intéressantes. Premièrement, notre euh, première série de notre blog a été publiée aujourd'hui, qui a été élaborée afin de partager des perceptions et des idées et des facteurs transversaux liés à l'infertilité et aux questions de reproduction en Afrique, et aussi de parler des programmes qui visent à changer les normes et à promouvoir la recherche normative et promouvoir plus de politique et d'analyse en matière de au sujet de la fertilité. Je suis aussi ravie de partager que notre équipe IGWG est en train d'élaborer une nouvelle plateforme de discussion où les membres vont pouvoir se relier, poser des questions à la communauté, discuter des sujets liés à notre groupe de travail et recevoir aussi les retours d'informations d'autres membres de l'IGWG. Nous allons lancer cette plateforme dans les mois à venir, donc restez attentifs pour les mises à jour. Nous sommes ravis que vous ayez pu être avec nous pour notre plénière annuelle IGWG. Aujourd'hui, nous allons parler des inégalités relatives au genre auxquelles sont confrontés les professionnels de santé dans le monde. Comme d'autres professionnels, les professionnels de la santé font face également aux inégalités relatives au genre, comme l'harcèlement sexuel et la violence sexuelle sur le lieu de travail. Les normes peuvent influer sur les parcours professionnels des travailleurs de santé et aussi peut avoir un impact sur leur poste de leadership possible. Souvent, les systèmes de santé ne mettent pas en place les politiques de ressources humaines sur le recrutement et la rémunération euh, pour aborder ces inégalités relatives au genre. La recherche d'autres secteurs nous disent que afin d'aborder ces inégalités, ou si on aborde ces inégalités, on pourrait avoir une main-d'œuvre plus forte, un système de santé plus durable et finalement de meilleurs résultats. C'est un sujet important pour l'IGWG parce que nous avons observé qu'en dépit du problème, on a reçu très peu d'attention de la communauté mondiale de la santé jusqu'à présent. Si on pourrait attirer plus d'attention au sujet par les chercheurs, les donateurs et les décideurs, nous espérons que cette discussion aujourd'hui et vos propres perspectives vont nous permettre de répondre à ces questions et à faire plus de progrès. Notre séance vise à aborder les barrières liées au genre auxquelles les travailleurs dans le secteur de la santé sont confrontés, et aussi d'aborder les moyens de pouvoir promouvoir plus de politique pour avoir plus d'égalité. Et troisièmement, parler des leçons tirées et des bonnes pratiques pour aborder les inégalités du genre dans le secteur de la santé. Nous espérons que vous allez quitter cet événement mieux préparé pour aborder les inégalités sexe-spécifiques dans vos propres organisations et de promouvoir plus d'égalité dans le système de la santé et en dehors du système de la santé. Nous avons un programme très riche et très chargé et nous encourageons votre participation active. Les leçons tirées vont être partagées avec les membres de l'IGWG après.
Nous allons commencer avec une petite activité interactive. Ensuite, nous aurons un débat d'experts mené par un groupe divers de metteurs en œuvre de programmes. Et pendant cette discussion, une artiste graphique va développer en temps réel des graphiques pour intégrer les points saillants de cette discussion. Suite à ce débat d'experts, les participants vont aller dans les salles de discussion pour discuter et partager vos propres expériences personnelles pour aborder les inégalités sexo-spécifiques dans le système de la santé chez vous. Ensuite, nous allons revenir en groupe plénière et partager les comptes rendus des résultats. Nous allons conclure avec les remarques finales et une évaluation de l'événement. Quelques détails logistiques. Encore une fois, nous proposons une interprétation simultanée en français et en espagnol. Si vous voulez suivre l'interprétation, cliquez en bas de votre écran et choisissez la langue et vous pouvez avoir le canal français ou espagnol. Euh, Pendant la séance plénière, veuillez garder vos micros en sourdine pour éviter des bruits au fond et coupez aussi votre vidéo. Vous aurez l'occasion d'activer vos vidéos dans les salles de discussion. Nous vous invitons à partager vos questions dans le chat. Et si vous avez des problèmes de connectivité, veuillez nous envoyer un message dans le chat ou vous pouvez m'envoyer un message direct et nous allons essayer de vous aider. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue Jade Lang qui va nous aider à faire une activité interactive. Bonjour, je suis Jade Lang, ravie de vous voir aujourd'hui. Je vais lancer une enquête rapide pour essayer de déterminer le niveau de connaissance parmi notre auditoire en matière d'égalité liée au genre au lieu de travail. Donc, si vous pouvez répondre à cette première question. Selon l'OMS, les femmes représentent à peu près quel pourcentage de l'effectif mondial dans le domaine de la santé, mais gagnent en moyenne quel pourcentage de moins des hommes? Et les deux choix, ou les quatre choix plutôt, 18% et 32%, ou bien 70%, 28%, 67%, 24%, ou 58% et 19%. Il semblerait que la plupart choisissent la deuxième réponse, 70 et 28%. Encore 15 secondes. Je vais terminer le sondage bien dans quelques instants. Voilà les résultats de notre sondage. En fait, la réponse est C, 67% de femmes. Donc, les femmes représentent 67% de l'effectif du secteur de la santé au niveau mondial, mais gagnent 24% de moins des hommes. Question suivante. Afin d'aborder les inégalités liées au genre dans le secteur de la santé est essentiel pour avoir des systèmes de santé plus durables. Dites-nous si vous êtes très d'accord, si vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes ni d'accord, pas d'accord, ou vous n'êtes pas d'accord, ou vous êtes fortement en désaccord. Il y a de bonnes réponses.
que nous enregistrons. On a un taux de participation d'à peu près 65 jusqu'à là, donc je vais vous donner encore 15 secondes pour marquer votre réponse. Très bien. Je vais terminer ce sondage et donner les réponses. Donc, il semblerait que 92% ont dit oui, je suis très d'accord et 8% d'accord. Ça, c'est très bien. Je pense que nous aurons donc une très bonne discussion pendant notre plénière aujourd'hui. Je suis donc très heureuse de pouvoir continuer et je vais donner la parole au docteur Michel Nagazek, qui est économiste et responsable de l'égalité des sexes, des droits humains et de l'équité au département des personnels de santé au siège de l'OMS, qui va nous parler du genre et le personnel de santé et de soins à l'échelle mondiale. Merci Jade, merci tout le monde, merci de m'avoir invité. Bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Quelques points de précision que je voulais donner avant de commencer. Premièrement, je suis en effet économiste et je dirige le programme d'égalité des sexes, des droits humains, de l'équité au département des personnels de santé. Nous avons aussi une personne qui est chargée euh, au niveau de notre organisation qui sont chargés de ces trois domaines, donc l'égalité des sexes, droits humains et l'équité. Deuxième précision avant de commencer, quand je parle de cette présentation, ou pendant cette présentation, je vais parler de l'effectif dans le domaine de la santé et des soins. Et c'est une distinction importante parce que ce n'est pas uniquement ceux qui donnent des soins de santé directement, mais aussi les travailleurs dans les tâches quotidiennes de la vie. Ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, par exemple, ou les assistants personnels. Donc, c'est à la fois santé, mais aussi les soins. Avant de commencer, je vais vous donner une vue d'ensemble de l'importance de ce sujet. Comme je l'ai dit, euh, il y a beaucoup, presque la plupart de personnes. L'interprète s'excuse, il y a une interruption, quelqu'un a une micro ouverte. Mais au-delà de cela, il est important de penser aux femmes et leur rôle dans l'économie. Ce que nous savons, c'est que les femmes font face toujours à des obstacles importants qui empêchent leur pleine participation dans l'économie. Et donc, en plus du fait que c'est la bonne chose à faire, une chose juste à faire pour les femmes d'avoir plus d'égalité, mais aussi cela a une importance sur le plan du pouvoir économique des femmes et du pouvoir décisionnel et le rôle des femmes dans l'économie. Donc, c'est un secteur important et sur le plan stratégique parce que c'est un secteur résilient et aussi un secteur avec une croissance très rapide pour l'emploi. Ce que nous savons, c'est que un emploi sur 30 à travers le monde est dans le secteur de la santé et dans le secteur des soins. Nous savons aussi qu'en moyenne, au niveau local, 67% des travailleurs de santé sont des femmes. Donc, c'est une statistique qui vient de tous nos États membres en 2020. En 2013, c'était 70%, mais cela a changé un peu avec le temps. 3% plus d'hommes sont maintenant dans ce secteur par rapport à la dernière décennie. Donc, c'est un secteur qui attire plus d'hommes maintenant. Et c'est une autre distinction qui est importante à souligner aussi. Donc, même si nous avons des statistiques mondiales, il faut aussi penser aux nuances qui sous-tendent ces statistiques. L'une de ces nuances, c'est que même si un emploi sur 30, c'est dans le secteur de la santé et des soins au niveau mondial, ces emplois ne sont pas distribués de manière égale. Dans certains pays, c'est un poste sur 10 qui sont dans le secteur de la santé, donc, et c'est en moyenne des pays à revenus élevés.
Donc, dans ces pays à revenu élevé, c'est un emploi sur 10. Mais dans les pays à faible revenu, c'est un emploi sur 100 qui sont dans le domaine de la santé. Donc, cette idée de pouvoir économique des femmes et de l'emploi des femmes est très différente parmi les pays à revenu faible et à revenu élevé. Cette graphique essaie de montrer qu'il y a des réalités cachées derrière la participation des femmes dans ce secteur. Beaucoup de personnes ont choisi la réponse 78% de femmes dans le secteur de la santé, mais si on examine au niveau régional, ce n'est pas le même pourcentage partout. Ce que nous savons, c'est que dans la région de l'Afrique, dans la Méditerranée de l'Est et en Asie du Sud-Est, les femmes représentent plus de la moitié des emplois, alors que dans les Amériques, en Europe, et dans la région Pacifique occidentale, surtout dans ces pays à revenus élevés, les femmes occupent trois quarts ou 75% des emplois dans le secteur de la santé et des soins. Quand nous examinons les pays, il y a encore plus de différences et d'inégalités. Il y a certains pays où 10% des travailleurs de santé sont des hommes et dans d'autres pays, euh, plus de 80% sont des femmes. Donc, il y a cet effet qui indique que les femmes font face à des obstacles significatifs toujours pour obtenir les emplois dans le domaine de la santé et pour être rémunérées au même titre que les hommes. Nous vivons dans un monde où 2,14 millions de femmes n'ont pas des possibilités économiques égales par rapport aux hommes. Selon une étude récente, seulement 14 pays dans le monde, et ce sont tous des pays à revenus très élevés, qui ont des lois en place pour avoir plus d'égalité pour la participation économique des femmes. Et mais dans la plupart des pays, il y a des barrières juridiques ainsi que des normes sociales où les postes non rémunérés sont réservés pour la plupart aux femmes. Et on va parler aussi des types d'emplois détenus par les hommes et par les femmes, et aussi parler des considérations, conditions de travail. Une barrière importante que nous voyons pour pénétrer le secteur de la santé pour les femmes, c'est que les femmes accomplissent 4 fois plus de tâches non rémunérées que les hommes. Ce travail non rémunéré a un impact sur la participation dans les emplois rémunérés. Et 42% des femmes qui ne font pas partie de la population active euh, sont, euh, ne sont pas dans la population active parce qu'elles occupent des postes non rémunérés. Donc, ce travail non rémunéré, souvent n'est pas capturé. C'est du travail, mais ce n'est pas mesuré ou capturé dans les indicateurs ou les statistiques liées à l'emploi. Donc, c'est plutôt invisible dans les statistiques au niveau national et c'est traité comme un non-travail. Donc, ce qui veut dire que ce travail effectué par les femmes n'est pas vraiment pris en compte dans les statistiques. Par rapport à la division liée au genre, euh, cela souligne les différences importantes. Mais même dans le domaine des emplois rémunérés, il y a des inégalités euh, et des différences qu'on appelle ségrégation professionnelle en termes du genre. Il y a horizontal et vertical. Horizontal, euh, c'est le fait que les femmes et les hommes occupent souvent des postes différents à cause des normes sociales. Les femmes sont souvent dans les postes de pourvoyeurs de soins ou de soignants, alors que les hommes sont dans les postes de direction ou de leadership. Et cette image montre donc les filles qui vont devenir des infirmières et les garçons médecins. Deuxième type de ségrégation professionnelle par genre, c'est vertical. C'est le fait que les hommes ont tendance à dominer les emplois les plus prestigieux, les rôles qui sont les plus importants ou sont plus visibles. Et ça, c'est représenté du côté droit de l'écran où nous avons, par exemple, les grandes sociétés
et les PDG, les chefs de délégation euh, et les chefs d'entreprise qui sont dans la plupart des cas des hommes. Ensuite, nous voyons une différence significative au niveau des conditions de travail. Ce que nous voyons à travers le secteur de santé et de soins, c'est que les hommes et les femmes sont ségrégés non seulement selon différents postes ou différents types d'emplois, mais aussi les femmes sont plus aptes à avoir des rôles précaires, c'est-à-dire que les femmes seront plus euh, ou vont être plus aptes à avoir des contrats non permanents ou des emplois à temps partiel que les hommes. Leurs em- leurs emplois sont moins sûrs. Et on a vu cela surtout pendant la pandémie de la COVID-19 avec les crises économiques où certains emplois ont été perdus. Dans la plupart des cas, c'était des femmes qui ont perdu leurs emplois lorsqu'il y avait un ralentissement économique. Mais globalement, le secteur de la santé était assez résilient pendant la pandémie. Et c'est aussi un point important. Les femmes et les hommes ne font pas tous face au même problème. Il y a les migrants ou des personnes d'autres groupes marginalisés qui ont plus d'obstacles en termes d'accéder aux conditions équitables au travail. L'autre élément que nous voyons, c'est la violence et violence au travail dans le secteur de la santé et des soins. Il y a des niveaux très élevés. Lorsqu'il y a des niveaux élevés de violence au travail, il y a certaines estimations qui disent que jusqu'à 62 des travailleurs de la santé ont subi des violences au lieu de travail. La violence physique et verbale est très courante, mais les formes les plus courantes, c'est les violences et les menaces. Mais aussi, 12 ont signalé qu'ils étaient victimes d'harcèlement sexuel. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire dans ce domaine précis de violence basée sur le genre pour les travailleurs de santé. Mais à côté droite, vous pouvez voir que la violence qui est mesurée, que nous avons pu capturer, même si c'est surreprésenté, n'est que vraiment le point de l'iceberg. Et en dessus, il y a différents types d'inégalités basées sur le genre, les emplois précaires, manque de reconnaissance ou manque de possibilités. Et ceci est sous-tendu par les préjugés sexospécifiques et un déséquilibre en matière de pouvoir. Et donc, il y a plusieurs couches qui sous-tendent ce phénomène de violence à l'égard des femmes travailleuses de santé. Enfin, nous pouvons voir que ces inégalités sexospécifiques, dans sa forme la plus évidente, c'est au niveau de la rémunération. Globalement, les femmes gagnent 24 de moins que les hommes, surtout dans le secteur de la santé. Et si on a des emplois similaires, si on a un rôle technique dans la santé ou dans le domaine dans un rôle technique dans un autre secteur non lié à la santé, les hommes seront toujours mieux rémunérés que les femmes. Et c'est un facteur fréquent dans tous les secteurs, pas uniquement le secteur de la santé et des soins, mais en général, les femmes sont moins rémunérées que les hommes. Et aussi au sein du secteur de la santé, quand nous voyons les personnes qui occupent le même type d'emploi, les professionnels similaires avec un niveau d'enseignement similaire, expérience similaire, etc., les contributions des femmes à la santé et aux soins sont moins valorisées que les hommes. C'est-à-dire qu'elles gagnent, comme je l'ai dit, en moyenne, moins de 24 de moins des hommes. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre rapport euh, qui a été publié à ce sujet. Ce que nous pourrions faire, donc, en partie, il faut parler de manque d'investissement dans le secteur de la santé et des soins. Aussi, il faut examiner les moyens d'aborder les normes sociales et
parfaitement conscience. Les hommes peuvent aussi fournir des soins et s'occuper des hommes. Donc, ce n'est pas une question de genre, mais c'est une question de ségrégation. Et on peut aussi aborder les inégalités qui sous-tendent ce phénomène de violence au lieu de travail. Aussi aborder la question de ségrégation professionnelle, mais il faut aussi mettre en place plus de lois pour légiférer une paie égale, salaire égaux pour les hommes et les femmes. Si on occupe les postes similaires, on doit être rémunéré au même titre. Aussi, il faut avoir de meilleures données. Il faut comprendre ce qui est derrière ces statistiques, les facteurs qui influent sur ces phénomènes. Il faut faire plus d'analyse du genre pour comprendre ces dynamiques et aussi avoir plus d'évaluation à long terme. Il y a tant d'efforts que nous pourrions déployer et je suis très enthousiaste vis-à-vis d'avoir ce débat d'experts et entendre d'autres perspectives sur les moyens d'aborder ces inégalités sexo-spécifiques. Merci, Michel, pour cette présentation fascinante. Je sais que j'ai beaucoup appris par rapport aux inégalités auxquelles font face les professionnels de santé. Nous allons commencer notre débat d'experts et pendant cette partie, nous invitons à mettre vos questions dans le chat et j'aimerais présenter notre animatrice qui va mener notre débat d'experts, Dr. Shabram Safraz, qui est directrice exécutive adjointe auprès de Women in Global Health et aussi cofondatrice de WGH Pakistan. Auparavant, elle a travaillé pour la Commission fédérale de planification du gouvernement pakistanais où elle dirigeait le portefeuille national du secteur social et était responsable de la planification de la réponse au COVID-19 et à la mobilisation des ressources. Elle a servi aussi de point focal national pour la coordination avec les ministres et les hauts fonctionnaires afin de faciliter les investissements dans le développement social en mettant l'accent sur la lutte contre l'inégalité entre les hommes et les femmes. Aussi, elle a été conseillère technique principale à Maurice Stopes International au Royaume-Uni et elle est médecine aussi avec un MBA et une bourse et une poste de leadership de l'Université de Harvard. Bonjour à tout le monde et bonsoir. Là, vous êtes dans le monde. Nous nous rassemblons des quatre coins du monde pour un débat d'experts très enrichissant. Nous allons parler des programmes qui peuvent transformer le travail et le secteur de la santé et améliorer les conditions pour les professionnels de santé. C'est un plaisir de jouer ce rôle d'animatrice pour cette dialogue si importante aujourd'hui. En tant que directrice pour la réponse du genre pour le Pakistan et venant d'un pays qui a une très mauvaise note pour les indices d'égalité sexo-spécifique. Je suis très intéressée par ces questions, surtout pour les professionnels de la santé, car il y a des conséquences qui vont au-delà même des frontières organisationnelles. Et c'est vraiment intéressant d'examiner toutes ces approches innovatrices pour transformer notre secteur de la santé. Donc, continuons à discuter de ce sujet si intéressant et je vais présenter nos panélistes. Permettez-moi de vous présenter Dr. Amina. Dr. Amina est la directrice nationale du Nigeria chez Pathfinder International. Et elle a sa formation en tant que médecine et spécialiste en matière de santé publique. Elle a dédié plus de 2 décennies à l'amélioration des résultats de santé au Nigeria et elle a travaillé pour créer des réseaux résilients au niveau local avec différents partenaires et son expérience avec les organisations comme IPAS et d'autres organisations et son travail dans les hôpitaux lui donne donc une voix très enrichissante pour notre discussion aujourd'hui. Ensuite, nous aurons Sablewangel Fekadou et
Elle a toute une destinée euh, de travail, plus de 10 ans dans le secteur de la santé et dans d'autres organisations. Elle a occupé plusieurs postes, y compris dans le développement des organisations et gestion des ressources humaines. Et elle est titulaire d'une maîtrise en études sur le genre et d'une licence en sciences sociales avec une mineure en gestion administrative publique et elle va contribuer énormément à notre discussion aujourd'hui. Ensuite, Dr. Michelle Mizak, euh, qui est une économiste spécialiste de personnel de santé, promotrice de l'égalité des sexes. Elle a rejoint l'Organisation mondiale de la santé en 2016, pardon. Et depuis 2016, elle dirige le programme du département des personnes de santé sur l'égalité des sexes, les droits humains et l'équité. Son travail porte sur l'économie des soins, l'autonomisation économique des femmes, les politiques et la planification du personnel de santé et l'accès équitable aux travailleurs de la santé. Elle a démontré son engagement vis-à-vis de de l'égalité des sexes, sur évaluation du travail des soins, la violence au travail, les salaires et l'écart de la rémunération entre les hommes et les femmes. Et elle va ajouter beaucoup de valeur aussi à notre discussion aujourd'hui. Et finalement, j'aimerais présenter Catherine Chacha. Elle est titulaire d'une licence en sciences infirmières. Elle a un master en épidémiologie de terrain et formation en laboratoire à l'université Moi. Elle possède plus de 10 ans d'expérience à différents niveaux et capacités dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et de la violence liée au sexe. Au cours des 3 dernières années, elle a été résidente au sein du ministère de la Santé du Kenya. Elle a travaillé donc pour montrer son dévouement à l'amélioration des systèmes de santé. Actuellement, elle est basée au sein du gouvernement du comté de Migori. Elle est dirigeante et militante accomplie qui se concentre sur la santé des femmes, la lutte contre la violence fondée sur le genre au Kenya et le plaidoyer en faveur de la santé. Elle est vraiment un atout pour notre discussion d'aujourd'hui. Lançons notre séance en souhaitant la bienvenue à notre premier panéliste, Catherine, dont l'expertise et les différentes sensibilités vont établir le ton pour la discussion d'aujourd'hui. Catherine, vous travaillez actuellement dans le domaine de la santé. Pouvez-vous partager des exemples de préjugés auxquels vous avez été confrontés en tant que effectif ou membre des effectifs dans le domaine de la santé? Catherine, à vous. Catherine, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Il y a des questions de connectivité. Vous êtes là, Catherine? Oui, désolée, ce n'est pas un problème. Alors, ma question serait que puisque vous travaillez en tant que travailleuse de santé, pouvez-vous partager des exemples de discrimination du genre ou de biais auxquels vous aurez pu être confronté dans ce domaine? Merci énormément. Dans ce domaine, quand j'entends cette question, je me rappelle le moment où j'ai commencé à travailler et ma deuxième période d'emploi en tant que jeune infirmière était dans une installation privée où j'étais payée moins de 200 $. Je travaillais des tournées de 12 heures et quelquefois, il y a des heures supplémentaires. C'était pour moi une rencontre normale en tant que jeune infirmière, mais plus tard, je me suis rendu compte quand j'avais travaillé pendant 3 mois et sans être payée, la majorité des femmes qui travaillaient dans cette installation, dans cet établissement, n'étaient pas payées. Alors, 2 aspects clés, c'est premièrement, on n'est pas payé souvent, c'est très démoralisant et puis
la majorité ont des familles. Et puis, il y a l'exploitation sexuelle, le harcèlement. Et vous, quand vous rencontrez vos collègues, c'est vu comme étant normal. On est harcelé sur le lieu de travail, c'est les clients ou même les collègues, mais personne n'en parle. Ce sont les 3 éléments auxquels je pense quand vous me posez des questions sur la discrimination sur le lieu du travail dans le domaine de la santé. Merci, Catherine, pour nous avoir décrit ce point de vue si pertinent. Je suis tentée de vous faire une question de suivi. À votre avis, Catherine, parmi les nombreux problèmes de discrimination fondés sur le sexe auxquels sont confrontés les professionnels de santé, quels sont, à votre avis, les problèmes les plus importants à traiter dans votre contexte et pourquoi pensez-vous que cela est le cas? Je dirais que c'est ressorti clairement dans le rapport parce qu'on a demandé aux femmes professionnelles de la santé de parler des problèmes auxquels elles étaient confrontées. Au Kenya, la majorité des professionnels de la santé qui ont parlé y inclut les agents de santé communautaire. C'était vraiment le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de pas pouvoir partager cela avec les autres. Alors, si on pense, bon, c'est mon patron, comment est-ce que cela sera reçu? Comment est-ce que je pourrais revenir sur le lieu de travail? Qui va me protéger? Alors, sur ces 3, je pense qu'il faut qu'il y ait une discussion claire et renforcer les fournisseurs de soins de santé que l'exploitation sexuelle existe et qu'il ne faut pas que cela existe et qu'elles ont une voix. Merci Catherine pour vos sentiments très puissants. Cela va enrichir notre conversation. Maintenant, je me tourne vers Amina et je vous invite à partager quelques détails sur la manière dont vos programmes abordent les inégalités du genre auxquelles sont confrontés les professionnels de la santé dans le monde. Quelles sont les réussites de votre programme et comment les prestataires de soins de santé ont-ils réagi au programme ou aux outils? Comment avez-vous avancé? Merci Amina, merci Shabnam. J'espère que vous m'entendez bien. Certainement, c'est très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec un projet sur lequel j'ai travaillé avant de rejoindre Pathfinder International, qui s'appelle c'est Shorts Place au Nigeria. C'était le programme phare pluriannuel de l'USAID pour améliorer l'utilisation des contraceptifs parmi les couples en âge de reproduction pour les États nigérians. C'était le renforcement de la capacité des fournisseurs privés et publics par le biais de formations au sein du service, l'amélioration des conseils, des prestations de services, de la planification familiale. Au début, le programme a réalisé une évaluation pour identifier les contraintes fondées sur le genre et les opportunités afin d'offrir des recommandations et améliorer les contributions pour avoir donc une approche donc axée sur le genre. Et nous avons vu que les coachs, les superviseurs, les professionnels de santé recevaient très peu de formation sur le genre et ne savaient pas identifier les problèmes liés au genre auxquels les prestataires de santé étaient confrontés. Alors, nous avons appliqué une optique du genre sur les questions du genre, enfin, les questions avec les clients et les ressources humaines au sein des prestataires de santé, étant donné l'impact sur les résultats de santé. Nous avons donc renforcé le coaching, le système de supervision, de soutien, et nous avons introduit une supervision en soutien du genre donc dans les États où nous avons travaillé. Et en général, nous savons tous que cette supervision de soutien est supposée être fondée sur l'établissement d'une confiance mutuelle et d'une consultation consultative entre les superviseurs et les coachs et aussi les prestataires qui travaillent au sein des établissements de santé. Mais le système traditionnel de supervision des agents de santé ou des professionnels de santé ne considère pas les éléments critiques tels que les problèmes des effectifs liés au genre que les superviseurs n'ont pas vécu
Et normalement, les superviseurs sont des hommes aussi, alors ils n'auraient pas de l'expérience sur ce que ressentent ou vivent les femmes au sein de ce secteur. Nous croyons que cette approche nous donne une opportunité d'explorer, d'aborder l'influence du genre, des dynamiques du genre sur l'environnement du travail, de considérer les façons que ces normes du genre, la dynamique du pouvoir pourraient affecter les interactions entre les superviseurs et les prestataires de santé. Il y avait des problèmes apparentés à la violence, les relations entre les coachs, les superviseurs, les prestataires, les suppositions quant à quels sont les postes naturels ou la hiérarchie naturelle, les carrières traditionnelles pour les femmes. Normalement, les femmes occupent certains postes, même les agents de santé communautaire, les infirmières. Un autre problème était le problème de la sécurité, parce que la majorité ont voyé que les agents de santé ou les professionnels de santé ne peuvent pas rester longtemps parce qu'il n'y avait pas un environnement sûr pour elles, surtout pour les femmes. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait en sorte que les coachs et les superviseurs reçoivent une formation de supervision, de soutien pour le genre, pour les aider à identifier les façons que le genre peut affecter la performance des agents de santé ou les professionnels de la santé et même les relations entre les superviseurs et les prestataires. Cela les a aidés à refléter une attitude positive quant au renforcement d'un lieu de travail libre et pour, pour avoir vraiment créé un lieu de travail libre de ces problèmes. Nous avons pu donc soutenir par ce programme ces coachs et superviseurs d'examiner les préconceptions, leurs propres biais internes et aussi évaluer les performances de chaque superviseur individuellement, objectivement. Pendant ces visites de supervision, il a fallu aussi qu'ils aident les superviseurs à atteindre une performance donc améliorée et les permettre en fait d'identifier ces biais, ces préjugés qui affectent de façon négative la performance des prestataires. Donc, à chaque niveau de supervision, on a posé des questions quant à la discrimination sur le lieu de travail qui pourrait être sous forme de politique, qui sont apparentées aux congés de maladie, les congés de paternité et de maternité, les qualités entre les hommes et les femmes. C'était vraiment le harcèlement sexuel. Il y a aussi donc The appropriate authorities were usually informed, for necessary action if we found any alors, issue. si nous trouvions des questions. C'était plus qu'une formation. Il y a eu donc des composantes de biais, on a pu améliorer aussi dans la façon que la planification a été donc offerte. Merci beaucoup, merci pour comment la supervision a joué un rôle si important et a affecté. Vous avez parlé de la sécurité qui est vraiment critique, surtout Maintenant, nous avons Cyril qui va nous partager ses perspectives au même sujet. Cyril, est-ce que vous aimeriez partager comment vos programmes abordent les inégalités euh, pour les travailleurs de santé et les succès dans vos programmes que vous aimeriez partager qui pourraient euh, 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 nous aider à aborder ces inégalités et comment vous avez réagi ou identifié les lacunes en matière de performance? À vous. Merci, Sharon. À l'heure actuelle, je travaille sur plusieurs projets par l'USAID et un travail pour des projets qui ont l'objectif global d'améliorer les ressources humaines. Ce projet a été mis en œuvre pendant plus de 9 ans et est dirigé par JPAGO et le projet vise à améliorer l'égalité sur le plan du genre au lieu de travail dans le domaine de la santé avec deux stratégies, améliorer la performance
dans l'éducation en matière de profession de la santé pour avoir plus de compétences et renforcer les compétences. Et deuxièmement, faire avancer les rôles de leadership des femmes dans le secteur de la santé. Ce projet de ressources humaines pour la santé vise à travailler avec le gouvernement d'Éthiopie pour garder plus d'étudiants dans les programmes et attirer plus de femmes dans ces domaines d'études en matière de santé. Et nous avons mené plusieurs activités pour transformer ces normes en matière de les idées préconçues en matière de gestion de genre, pardon. Nous fournissons une assistance technique et une assistance financière au bureau chargé des questions d'égalité entre les sexes dans les établissements d'enseignement supérieur, comme des études et une assistance pour les conseillers. Et nous appuyons les institutions d'enseignement supérieur, l'adoption aussi, la mise en œuvre euh, euh, d'une politique contre l'harcèlement sexuel par le ministère de la Santé et un programme pour élaborer des outils de suivi. Et nous avons aussi intégré plus de femmes dans les postes de prise de décision et nous les aidons à partager davantage leur voix. Et nous avons aussi différents forums d'universitaires pour parler de comment nous pourrons faire avancer le rôle des femmes dans la recherche. Dans le système de la santé, nous étions guidés par différents projets d'intervention pour fournir aux responsables des ressources humaines une formation et un mentorat en matière de leadership transformateur du genre et dans le cadre d'une formation plus large en matière de gouvernance et de gestion, des questions comme les préjugés liés au genre, l'harcèlement sexuel, la communication et d'autres sujets connexes. Nous avons mené un atelier sur la sécurité au lieu de travail pour les experts et les gestionnaires en matière de ressources humaines pour aborder la question de sécurité et santé des femmes et la violence à l'égard des femmes au lieu de travail. Ce projet cherche également à améliorer l'environnement de travail pour les cadres femmes et les travailleuses dans le domaine de la santé pour avoir une meilleure rémunération, plus de flexibilité et meilleures conditions de travail. Pendant ce programme, le taux de diplôme des femmes est à la hausse. Par exemple, en 2021-2022, les taux de femmes diplômées est passé de 85 à 87 Donc, les étudiantes femmes sont de plus en plus conscientes et, euh, et obtiennent de plus en plus de compétences. Il y a aussi des femmes qui ont occupé des rôles de leader sur les conseils d'étudiants et ont plaidé en faveur de meilleurs services pour d'autres femmes et aussi ont lutté contre les stéréotypes basés sur le genre. Et donc, il y a eu une meilleure assistance ou une meilleure... Et puis, et il y a aussi donc des améliorations au sein du leadership des femmes, au sein des effectifs de santé. En 2020, les femmes représentaient les 30% des postes de leadership dans différentes organisations. En 2022, il y avait eu une augmentation à 38%. Nous avons aussi entendu des retours de commentaires que les leaders qui participaient à cette formation avaient commencé à s'intéresser davantage, à trouver des moyens de promouvoir les femmes dans des postes de leadership. Il s'agit donc de certaines de nos avancées. Merci. Vous avez partagé des informations. Cette approche multistratégie va beaucoup nous aider dans nos discussions d'aujourd'hui. Je suis fascinée par cette augmentation de 30 à 39% dans la participation des femmes dans des postes de leadership. Je voulais revenir vers vous pour vous inviter à partager des défis, des interventions de votre programme que vous avez partagé auparavant, que vous aimeriez partager avec le public.
Maintenant à vous. Thank you very much, Shabnam. Merci beaucoup, Yes, Shabnam. Oui, it's a alors, project that actually en tant que introduced projet qui a supportive introduit supervision, which la was not supervision what was being implemented en in these soutien du genre settings. qui n'était pas And mise en this œuvre dans ces États intervention auparavant. Et cette intervention indirectly voulait donc norms danser and aux, traditional des societal défis, aux expectations normes de and genre challenges in traditionnelles. Nous avons donc implementation. rencontré des One défis. example is Un that exemple from the serait que presentation même that à we partir de saw, la présentation que nous avons vue aujourd'hui, nous savons que les normes du genre sont très enracinées of profondément et everyone, affectent les attitudes de tout le monde, y inclut les coachs, les superviseurs et même les professionnels de la santé avec lesquels nous avons travaillé pendant la mise en œuvre. Alors, pendant la les séances de formation pour ce genre de supervision, nous avons reconnu que bon nombre des entraîneurs, des coachs, des superviseurs avaient contribué d'une façon ou d'une autre à un certain moment aux barrières apparentées au genre qui existaient sur le lieu de travail. Nous n'avions pas de politique qui était disponible, qui prenait en compte ces problèmes sur le lieu de travail apparentés au genre. J'ai parlé de la sécurité, par exemple, qui affectait la productivité, surtout des professionnels de la santé femmes qui ne pouvaient travailler que pendant la journée parce que leur sécurité n'était pas garantie pendant la nuit. Et au moment de la mise en œuvre des rapports de violence fondés sur le genre étaient assez fréquents, surtout chez les femmes professionnelles de santé, et le gouvernement n'avait pas des politiques, des lignes directrices claires quant à comment y riposter. Alors, certaines des femmes ne faisaient pas confiance au système et la culture du silence, de la stigmatisation, de la discrimination faisait en sorte que les agents de santé devaient donc cacher ces cas de violence fondés sur le genre et ne pouvaient pas donc en rendre compte aux autorités. Il a fallu donc travailler avec des entités juridiques au niveau infranational, le ministère des Affaires des femmes, les systèmes judiciaires, les organisations de la société civile, afin de contribuer à mettre à jour les lignes directrices quant aux ripostes à la violence basée sur le genre et vraiment faire un plaidoyer pour l'amélioration de cette situation. Il y a eu donc des blocs électrogènes pour pouvoir travailler en plus de sécurité la nuit, aussi des clôtures pour aider avec la situation de sécurité. Ce sont des défis que je pourrais partager avec vous. Mancini, vous avez parlé de vous engager avec les autorités et les autres parties prenantes. Et cela met en lumière le rôle important joué par chacun. Si nous voulons voir un changement dans ce contexte, Sibylle, j'aimerais me tourner vers vous. Est-ce que vous aimeriez partager des défis de votre projet, le renforcement, le projet de l'amélioration du projet? Y a-t-il des défis sur lesquels vous aimeriez parler? Il y a des défis que j'essayais d'expliquer. Je voulais premièrement essayer d'expliquer les défis au sein des institutions. Premièrement, l'absence des structures formelles. Normalement, les postes de points focaux pour le genre ne faisaient pas partie des organigrammes. Il n'y avait pas vraiment un soutien à notre travail dans les institutions d'enseignement, d'éducation supérieure et aussi la documentation des pratiques pour ce qui concerne les défis au sein des organisations de santé. Normalement, les organisations de santé n'incorporent pas des environnements sensibles au genre, le temps flexible et autres, et aussi la réalisation d'une formation euh, et un recyclage sur ces questions du genre avec les professionnels de santé et puis ne pas avoir donc un personnel sensible à ces questions de genre et ne pas avoir, il y a aussi beaucoup de stéréotypes, beaucoup de discrimination et le fait de ne pas être sensible au genre. Un autre défi pour ce qui concerne les données. Même si ce projet a priorisé les qualités de bonne qualité pour améliorer les effectifs de santé et avec des agrégations, il y a quand même beaucoup de données qui manquent et pourraient nous aider à mieux comprendre les barrières auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'étudiants et professionnels et l'impact
des différents programmes, des différentes politiques pour l'égalité du genre. Aussi, pour ce qui concerne l'échelle, dans une tentative de mettre à échelle dans une période très courte, nous pensons que certaines des innovations ont été mises à échelle sans mesurer les impacts et souvent sans un budget adéquat pour mettre en œuvre les programmes avec une qualité acceptable. Et donc, une approche donc, inclusive exige plus d'investissement. Merci, c'est vraiment beaucoup de leçons tirées pour nous tous. Ma prochaine question pour vous est très importante. Je suis sûre que le public veut en savoir plus sur les pratiques prometteuses que les metteurs en œuvre des programmes, les administrateurs de programmes devraient considérer pour avoir donc un lieu de travail équitable, un environnement. De mon expérience sur la mise en œuvre de la supervision, de soutien sensible au genre, il est clair qu'il faut réaliser des formations sensibles sur le genre régulières pour les professionnels de santé, les superviseurs, les managers et même les ministères et les agences qui contrôlent le système ou le secteur de santé. Cela les exposerait aux problèmes liés au genre qui affectent les effectifs, le lieu de travail, les professionnels de santé, les aiderait aussi à reconnaître leurs propres préjugés pour soutenir des professionnels de santé, des effectifs, une main-d'œuvre plus équitable. Il y a aussi la question d'intégrer le genre dans tous les domaines programmatiques. Je pense qu'avoir un ordre du jour qui permette d'avoir des effectifs bien formés au sein de l'organisation est d'une bonne pratique. Actuellement, nous avons adopté cette approche et nous voyons la valeur en prenant des actions délibérées pour intégrer le genre dans tous les domaines programmatiques y inclut le niveau organisationnel au sein de la structure du gouvernement, de la structure de l'organisation. Finalement, les interventions de santé devraient considérer l'intégration de la supervision de soutien lié au genre dans tous les systèmes. Cela a été mis à l'épreuve et prouvé comme étant une stratégie effective pour ce qui concerne la promotion de l'équité dans les effectifs de santé, dans la main-d'œuvre de la santé. L'intégration, comme vous le décrivez ou comme vous la décrivez, est vraiment une pratique. Sybilla, nous aimerions vous inviter à ajouter à ce qu'Aminata a dit, quant à quelles sont les pratiques prometteuses que vous aimeriez recommander à ceux qui mettent en œuvre les programmes, aux managers de systèmes de santé pour donc promouvoir une main-d'œuvre de santé équitable et éradier ces problèmes. Je dirais qu'il faut qu'il y ait des données désagrégées, donc de façon à clairement voir les problèmes de genre. Il pourrait y avoir donc des activités clés dirigées par l'Office pour vraiment promouvoir la parité entre les sexes, lutter contre la violence fondée sur le genre, des formations de capacité de vie pour empêcher cette violence fondée sur le genre et améliorer la performance académique des étudiants. Certains leaders veulent donc mettre en œuvre leur politique de recrutement pour avoir un équilibre au niveau du genre, pour éviter ces disparités à l'avenir. Tous les projets qui ouvrent cette formation donc de transformation pour le genre, donc pour promouvoir les systèmes de santé qui peuvent accroître le pouvoir des femmes, avoir des formations, avoir donc une planification, une prise de décision sensible au genre dans le secteur de la santé, soutenir des politiques, des lignes directrices sensibles au genre. Cela pourrait aider à promouvoir l'équité du genre et réduire la discrimination liée au genre auprès des professionnels de la santé. Aussi, donc, s'attaquer au problème de la violence fondée sur le genre pour vraiment protéger les femmes professionnelles de santé, réaliser des formations, des recyclages et aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que de mon expérience aussi, le leadership politique, je dirais, les
capacités bureaucratiques et technocratiques au sein des systèmes de santé sont vraiment de grande importance pour vraiment aller de l'avant avec ces efforts. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Catherine. Catherine, quelles recommandations avez-vous pour d'autres professionnels de la santé confrontés à la discrimination et à la violence fondée sur le sexe afin de plaider en faveur du changement? Premièrement, promouvoir l'idée que les professionnels de santé rejoignent les syndicats de santé. Cela est vraiment clé pour elles, pour qu'elles aient une voix. Cela serait leur voix. Je serai pour l'idée d'avoir des syndicats en place dans différents pays. Il faut renforcer les syndicats pour avoir une négociation collective dans ces euh, domaines. Et cela devrait être en ligne avec les pratiques mondiales pour protéger les professionnels. Et puis, il faut qu'il y ait des réseaux entre les femmes à tous les niveaux, promouvoir cela. Parce que si vous avez des réseaux clairs et des stratégies de reddition de comptes, tous les agents de santé sont affectés. Si je suis victime de violence ou je suis dans une situation difficile, il faut que quelqu'un puisse m'écouter. Nous avons remarqué que quand vous relevez la voix, ou vous levez la voix, vous parlez, quelqu'un écoute. Si quelqu'un est là clairement pour vous aider, cela peut vraiment aider énormément. Merci beaucoup, Catherine. J'aime quand vous avez dit qu'il ne faut jamais sous-estimer la voix qu'on a. Au Pakistan, nous avons vu que les femmes professionnelles de santé, quand elles se sont levées pour défendre leurs droits, qu'elles soient des fonctionnaires, qu'elles soient donc payées par le gouvernement, qu'elles soient traitées comme les autres professionnels de santé, mais ce sont elles qui étaient sur les premières lignes de cette lutte. Merci beaucoup, Catherine, pour vos remarques si réfléchies sur la discrimination du genre, la violence. Votre expertise dans ce domaine est vraiment d'une valeur énorme. Maintenant, je suis heureuse de passer la parole à Michel. Michel, quel changement de politique, quels investissements, quelles ressources sont nécessaires à votre avis pour remédier aux inégalités entre les hommes et les femmes au sein du personnel de santé? À vous. Merci, Shamnum. Je pense que ce qui est vraiment clair, c'est que ce genre de changement exige beaucoup de mains. Il est important de savoir que les politiques dont on parle ici exigent des partenariats multisectoriels et une coordination. Je pense que le ministère de la Santé a un rôle en tant que régulateur, les employeurs. Donc, les négociations collectives, les syndicats jouent un rôle important pour améliorer les conditions de travail pour les professionnels de santé et pour vraiment aider à confronter les problèmes qu'on voit dans ce domaine, la normalisation des conditions de travail. Les ministères du genre ont un rôle important à jouer, certainement pour ce qui concerne s'attaquer aux normes du genre. Les ministères de finances aussi, il faut qu'il y ait une conversation certainement entre le genre, la santé, les finances, quant à la façon que l'on finance, les ressources qu'on dévoue à ce secteur, l'éducation, les législateurs de l'éducation qui jettent les bases de tout cela. Tout cela est très important. Ce que nous essayons de faire au sein de l'OMS, c'est que nous avons mis en place un mécanisme qui s'appelle la plateforme du travail pour la santé. C'est une plateforme et un mécanisme mis en œuvre qui soutient la collaboration multisectorielle pour vraiment s'adresser et s'attaquer à ces problèmes clés. C'est un espace important pour les discussions autour du genre pour qu'il y ait plus qu'un décideur à la table. C'est juste pour dire qu'il y a plus de 100 pays qui ont co-parrainé la résolution et le plan d'action. Alors, il y a beaucoup d'élan derrière cet effort. Je pense que ces mécanismes, ce genre de mécanisme, le rassemblement de ces acteurs, pas simplement les femmes, mais rassembler tout le monde, en fait. Cela est vraiment clé. Merci pour ces idées valables qui sont vraiment clés dans notre exploration, la coordination, les approches multisectorielles, le financement, la négociation collective, les mouvements de plaidoyer, tout cela entre en jeu. Et puis l'OMS qui nous offre des plateformes. Si
valables et des plateformes qui ressemblent aux plateformes qu'on a déjà vues. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que ceux-ci ont pour qu'on aille de l'avant. Alors, au fur et à mesure qu'on s'approche de la conclusion de notre séance, j'invite chaque panéliste à partager une riposte finale ou une riposte d'une minute ou une réponse d'une minute à une dernière question pour que vous nous donniez vraiment une conclusion à notre discussion. Quelle est une action que les bailleurs peuvent prendre pour s'attaquer aux inégalités au sein de ce secteur? Je pense que les bailleurs ont un rôle très important à jouer pour améliorer la situation des professionnels de santé. Nous savons qu'il y a un alignement entre toutes ces parties prenantes et cela aiderait que si les bailleurs marquaient donc des fonds pour ce genre de travail. Souvent, ceux qui mettent en œuvre ces programmes ont de très bonnes idées, mais sans un financement adéquat, les initiatives ne peuvent pas être déployées. Les donateurs pourraient penser à financer des initiatives de défis mettent en œuvre une transformation pour le genre, pour que nous ayons une approche innovatrice et que nous apprenions des leçons au fur et à mesure. Catherine, quelle est une action que les chercheurs peuvent prendre pour s'attaquer aux inéquités du genre au sein du lieu de travail des effectifs? Il faut approfondir la compréhension de la politique avec des données probantes sur la santé. On peut donc explorer des politiques, identifier les lacunes pour les actions nécessaires. Les politiques existent, mais pourquoi est-ce que ces politiques ne fonctionnent pas? Que peut-on faire pour renforcer les politiques qui protègent ces femmes professionnelles, qui protègent contre la discrimination du genre? Mais Rachel, quelle est une action que vous pensez que l'OMS prend qui est vraiment essentielle pour aborder les inéquités du genre au sein du lieu de travail des professionnels de santé? Pour moi, il s'agit vraiment du mainstreaming. On a parlé de ce qui se passe. Je pense que mettant de côté ces questions d'égalité des genres, ne pas les intégrer dans tous les programmes et les politiques n'est pas utile. Ce n'est pas qu'on veuille donc un engagement unique à cette égalité du genre par ici et ignorer tout le reste. Nous voulons que ça soit vraiment intégré de façon euh, holistique. Alors, quand nous offrons un soutien, il faut que cette optique du genre en fasse partie, que ça ne soit pas facultatif. Il ne faut pas qu'il y ait une demande unique pour l'équité du genre dans un aspect de la santé. Puis tout le travail de données, de programmation, tout cela doit intégrer le genre. Il faut que ça soit intégré dans tout. Et cela est vraiment clé. Et l'initiative que nous prenons maintenant vers 2030, est vraiment dans notre projet de travail pour la santé, c'est ce que nous essayons de faire. Cette approche holistique est vraiment très critique. Cybèle, je me tourne vers vous. Quelle est une action donc que que ceux qui mettent en œuvre ces programmes peuvent prendre pour améliorer cette situation d'iniquité au sein des effectifs de santé, de la profession de la santé stabilisée? Êtes-vous avec nous? Ah, d'accord, je vous entends. Pouvez-vous partager une action que ceux qui mettent en œuvre les programmes peuvent prendre pour améliorer la situation de l'inéquité du genre dans le lieu de travail? Je dirais que pour ceux qui mettent en œuvre les programmes, pour les managers de ressources humaines, que l'élaboration, la mise en œuvre du recrutement sensible au genre dans la promotion, dans les pratiques de promotion pour assurer l'égalité du genre pour tous les genres et l'action affirmative, un système de quotas doit être appliqué afin d'encourager les femmes aussi, offrir une formation et des opportunités pour soutenir la progression des carrières des femmes et des groupes sous-représentés dans la main-d'œuvre de la santé, établir aussi une culture sur le lieu de travail qui valorise la diversité et l'inclusion et promouvoir activement l'égalité du genre. Voici les points que j'aimerais partager. Merci. Avec cette conclusion de la discussion,
de la plénière, j'aimerais exprimer une gratitude énorme à nos panélistes pour leurs idées. Voilà, maintenant, nous vous invitons, vous, le public, à vous engager activement. Malheureusement, nous avons peu de temps, mais je vous encouragerai à mettre vos questions dans le chat. Et si vous préférez, utilisez la fonction lever la main, parce que nous allons prendre des questions en personne. C'est vraiment votre participation qui est au cœur, pardon, de cette discussion. Nous allons avoir cette séance très brève d'interaction, mais mettez vos questions dans le chat et les panélistes seront heureux d'y répondre, ou heureuses plutôt. Alors, toute personne qui aimerait intervenir, je ne vois pas de main levée pour le moment. Y a-t-il des questions du public? Il y a eu une conversation active dans le chat. Nous avons des questions dans le chat. Je vous encouragerai donc à continuer à mettre vos questions dans le chat pendant cette séance. Sur ce, puisque nous n'avons pas de main levée jusqu'à présent, alors j'aimerais conclure la discussion en panel. Vous pouvez continuer à avoir des interactions dans le chat et mes remarques finales seraient qu'ensemble, visualisons un avenir où les programmes qui transforment les questions du genre, donc effacent non seulement les équités, mais nous déblaient la route pour un monde équitable pour tous. Merci beaucoup. Ça a été un tellement grand plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Merci Shabnam et merci à tous nos panélistes pour une discussion si fantastique. Je sais que j'ai beaucoup profité de cette discussion. J'ai tant appris de vous tous. Je suis vraiment passionnée, ou bon, vraiment très enthousiaste pour ce qui concerne les discussions à suivre dans les petits groupes. Je pense que tout le monde est revenu à la séance plénière. Nous allons maintenant prendre les rapports des salles de réunion. Merci tout le monde pour toutes vos contributions pendant les salles de discussion. Je passais de salle en salle et je vous écoutais dans vos discussions et on aurait dit que vous avez eu beaucoup d'énergie pour ces sujets, beaucoup à partager. Merci pour cela. Je vais maintenant demander aux facilitateurs des salles de discussion de partager des leçons clés tirées de vos groupes. Je vous demande juste de vous garder à 2 ou 3 contributions parce que nous sommes un peu à court de temps. Nous allons commencer avec le groupe de Catherine. Catherine, pouvez-vous partager des idées clés de votre discussion? Vous êtes encore avec nous, Catherine? Je vous vois sur la liste des participants. Elle a peut-être des problèmes techniques. Y a-t-il quelqu'un d'autre du groupe de Catherine qui voudrait bien partager des points clés de votre discussion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porterait bénévole pour partager des leçons clés de votre discussion? Désolée, j'ai essayé d'activer mon micro. Je parlerai de l'importance de l'approche multisectorielle et puis les données ont été discutées parce que pour que cela soit réalisé, il nous faut des données. Il y a des problèmes de lacune de données et la
et la sensibilisation quant aux questions d'inégalité du genre. Certains des professionnels de la santé ne savent pas ce qu'elles vivent et il est important qu'elles sachent que ce n'est pas acceptable. Il faut qu'il y ait des informations sur le harcèlement sur le lieu de travail. Certains, certaines pourraient être victimes de violences, mais ne connaissent pas les politiques qui les protègent. Ensuite, nous avons parlé que dans les organisations, il faut qu'il y ait un conseil focalisé sur le genre pour mettre en œuvre des programmes. Différentes organisations ont travaillé. Donc certains ont parlé de renforcer la supervision de soutien. Les professionnels de santé travaillent dans le secteur privé aussi, lancent leurs propres entreprises. Pour les pays qui ont le niveau infranational, nous avons des comtés au Kenya. Il faut que le genre soit intégré au niveau infranational et une intégration avec le niveau national pour qu'il y ait une langue partagée et puis faire le groupe de plaidoyer par les syndicats et avoir une plateforme de dialogue. Les syndicats devraient avoir une plateforme de discussion avec avec l'employeur, un conseil de travail. Si vous avez une plateforme pour discuter avec les employeurs, cela facilite l'intervention des syndicats, des autres défenseurs. C'est- Ça, c'était vraiment. Ensuite, la prochaine diapo. En dernier, et il est important, je pense que c'est la précédente, avant. Il est important de payer les agents de santé communautaire parce que le manque de paye est une barrière aux femmes. Il y a une reconnaissance du niveau 1 des soins qui est vraiment les agents de santé communautaire. Il est important de les payer parce que souvent ils ne sont pas payés ou bien ils sont très mal payés. Merci Catherine. On dirait que votre groupe a partagé beaucoup de recommandations utiles. On va passer donc au groupe 2, Amina. Pouvez-vous partager des points saillants de vos discussions? Merci Frances. Nous avons eu une discussion de groupe très robuste. Je vais partager certains points saillants, pas pour toutes les questions, mais en général. Je pense que premièrement, au moins 2 personnes ont parlé des points saillants importants. Le rôle des syndicats. Catherine a parlé de comment la formation des syndicats pourrait aider à aborder les préoccupations quant à la violence basée sur le genre. Où y a-t-il donc le rôle des femmes dans la prise de décision, les droits du travail? C'était un point de discussion très intéressant pour l'équipe pour ce qui concerne une très bonne leçon qui a été tirée. Rejoindre ces mouvements, rejoindre les syndicats de professionnels de la santé. Il y a eu des leçons tirées. On a demandé quant à comment rendre la situation plus sensible au genre ou surtout avec les garçons. Nous parlons aussi de modèles mâles ou de modèles qui impliquent les hommes. On a parlé de féministes mâles qui pourraient aider à prendre en compte les problèmes du genre et pourraient être des modèles pour les jeunes garçons. D'autres leçons tirées étaient comment prendre en compte la résistance aux défis. Parce que nous travaillons avec les problèmes du genre, nous essayons de lancer des défis aux normes du genre. Nous savons qu'il y a beaucoup de résistance. Comment avons-nous donc documenté ces dynamiques du pouvoir, ces défis? Comment avons-nous surveillé cette résistance? Il s'agit de domaines où nous pouvons en faire davantage. Un autre point qui est ressorti, qui m'a beaucoup frappé, c'est cultiver, célébrer les leaders qui établissent le ton adéquat et qui mettent en avant des politiques qui sont pertinentes à notre travail, aux barrières apparentées au genre. Quand nous avons des exemples positifs, il faut vraiment les mettre en lumière. Aussi,
On a parlé des réunions mondiales qui sont organisées, l'Assemblée générale de l'ONU, la couverture de la santé universelle. Il faut qu'on soit présent pour être sûr que les discussions de l'équité du genre sur le lieu de travail, donc que cette question fasse partie des discussions. Merci Amina. Passons donc au groupe 3. Shabnam, pouvez-vous partager quelques points saillants de votre discussion? Tout à fait. Quand on a posé la question quant aux questions saillantes, donc on a parlé donc d'une approche stratégique, que cela est nécessaire pour tous les programmes, tous les projets. Il y a eu aussi de bons retours de commentaires sur les leçons tirées, la production de preuves probantes, le plaidoyer utiliser les données probantes pour un lieu de travail inclusif, les données désagrégées par genre pour et puis l'utilisation du pouvoir de la voix, euh, pour ce qui concerne les défis, les lacunes, les opportunités. Il y a eu beaucoup de commentaires, très peu de femmes dans les rôles de prise de décision, le harcèlement sexuel, des professionnels de santé en montée, les professionnelles femmes de la santé qui ont la double charge, les défis d'avoir des groupes politiques dominés par les hommes qui sont insensibles aux questions liées au genre, toujours avoir le genre donc à l'esprit dans la création de politiques, reconnaissance du problème du genre, horaire de travail inflexible, la lacune au niveau de la paye aussi liée la rétention de la main-d'œuvre à la couverture de la universelle de santé et puis la pandémie, la rétention de la main-d'œuvre. Nous avons demandé quant aux motivations pour renforcer l'équité. Je pense que j'étais seule dans cette discussion. Tout le monde était revenu à la plénière, mais j'ai partagé 2 exemples. Au Pakistan, nous avons réalisé un sondage avec 42 ministères au Pakistan pour évaluer les environnements favorables au genre, pour vraiment présenter cela au Forum des politiques de haut niveau. Il y a eu la déclaration de 2022 comme l'année du respect des employés femmes. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des données probantes dans le renforcement de votre travail de plaidoyer. À base de cela, il y a eu donc la nomination d'un point focal du genre dans chaque bureau du gouvernement du Pakistan pour vraiment diriger l'initiative sensible au genre, l'initiative du genre. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Shabnam. Notre groupe final, dirigé par Elisabeth. Elisabeth, voulez-vous bien partager quelques idées clés? Et nous avons très peu de temps, mais si vous pouvez vous limiter donc à 1 ou 2 points saillants qui n'ont pas encore été évoqués. Tout à fait, merci. Nous avons eu beaucoup des mêmes points de discussion. Je serai rapide. Donc, une des idées qui a continué à surgir dans différentes parties de notre discussion était l'idée que l'investissement dans l'égalité au sein de la main-d'œuvre de la santé et l'investissement dans la sécurité et la sûreté des professionnels de santé et le bien-être de ces personnes importantes dans le système de santé serait ou se traduirait probablement à une qualité de santé plus élevée et un environnement plus sensible au genre avec les professionnels de santé, les superviseurs qui seraient formés quant au genre, quant au rôle, aux normes, et cela aiderait avec les interactions avec les patients. Je vais m'arrêter là. Bon nombre des mêmes points, en fait, qui ont été soulevés par les autres groupes. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à nos facilitateurs. Merci aux participants dans les groupes de discussion. Merci pour avoir partagé vos expériences personnelles avec ces sujets. Ça a été vraiment merveilleux d'entendre vos recommandations. Avant de passer la parole à Diana pour les remarques de clôture, j'aimerais faire une demande à vous tous. Veuillez prendre quelques minutes pour compléter une enquête post-événement
Nous avons des liens dans le chat à ce sondage en anglais, en français, en espagnol. Vos réponses seront très valables pour la préparation d'événements futurs. Veuillez juste prendre quelques minutes pour compléter ce formulaire d'évaluation. Et j'aimerais dire quelques mots de remerciement. Merci aux animateurs du panel Dr Sarfaz, à tous les panélistes pour leur immense contribution à cette discussion fantastique et importante. J'aimerais remercier nos collègues à l'USAID pour tous vos soutiens, votre conceptualisation de cet événement. Merci à l'équipe IGWG, donc Devin Degnan, Gary Parnew, tous les autres, le personnel des groupes de discussion pour avoir aidé à réaliser cet événement. Merci à tous les membres de l'IGWG pour votre assistance, votre soutien, votre participation active à l'événement d'aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Diana Santian, qui est la conseillère du genre au sein du bureau de l'USAID, de la population et de la politique de reproduction. Merci Francesca. Pour ceux qui peuvent être encore avec nous pendant quelques minutes de plus, j'ai quelques remarques pour clore la journée. Mais s'il faut que vous partiez, comme l'a dit Francesca, nous apprécions énormément votre retour de commentaires. Nous voulons à tout prix entendre vos commentaires quant à l'amélioration de ces événements à l'avenir. Alors, merci énormément pour nous avoir rejoints aujourd'hui, pour avoir participé à cette discussion importante. Merci aux panélistes qui nous ont donné une vue, un survol complet des inéquités du genre au sein de la profession de la santé qui affecte énormément les femmes. Les femmes, en moyenne, représentent 67% de la main-d'œuvre, mais jusqu'à 80 ou à 90% dans certains contextes. Les panélistes ont parlé de tant d'inéquités importantes qui existent dans les conditions de travail, passant de la ségrégation professionnelle à base des normes du genre. Cette image du petit garçon, de la petite fille, m'a vraiment beaucoup marquée. On a parlé des lacunes, des écarts de genre dans le travail payé, non payé, le travail à plein temps, le travail à temps partiel, les différentes formes de violence que l'on voit sur le lieu de travail, entre autres. On a entendu parler des efforts pour vraiment résoudre ces problèmes. Beaucoup de supervision sensible au genre, un soutien au niveau du genre, une éducation du genre, une formation de leadership pour transformer nos idées sur le genre, aussi des preuves pour renforcer les ripostes à la violence basée sur le genre et des ressources aussi. Voici quelques exemples de ce dont on a parlé. Puis on a parlé d'actions clés qui sont nécessaires des donateurs. Cela donc inclut vraiment mettre à part des ressources pour le travail de transformation du genre, approfondir la compréhension, la base de données probantes pour les actions de plaidoyer et puis intégrer l'équité du genre et cette optique dans tous les programmes, que ça ne soit pas dans les marches. Et puis, on a beaucoup entendu sur la concentration sur le recrutement sensible au genre, les pratiques de promotion, de développement de carrière et donc la favorisation d'un lieu de travail plus équitable, plus diversifié, vraiment établir cette culture. Et vraiment, une idée clé pour moi, c'est qu'il nous faut des approches multisectorielles, davantage d'approches multisectorielles pour aller de l'avant avec ce travail. Puis, le lien important entre prendre en compte ces inéquités dans la main-d'œuvre de la santé et ensuite améliorer la qualité de la prestation des services. Et il faut vraiment garder à l'esprit le lien qui existe entre ces deux aspects. Toutes ces idées seront incorporées dans un produit IGWG. Tous les fruits de cette discussion, l'enregistrement, les diapos seront affichés sur le site web IGWG. Alors, encore une fois, complétez l'enquête pour évaluer cet événement. Si vous n'avez pas encore fait, encore une fois, merci et passez une merveilleuse journée. Jusqu'à la prochaine. Merci et au revoir.